on va plonger aujourd'hui dans les méandres de l'intelligence artificielle, qui est un domaine qui suscite à la fois fascination et appréhension. Parce que derrière ces algorithmes sophistiqués se profile une tentative de simulation de la pensée humaine, on va le voir, ou non, mais sans sa profondeur ni sa complexité. Néanmoins, les inquiétudes quant à une IA incontrôlable ne sont pas sans fondement. Les récits dystopiques abondent, alimentant des craintes à la Terminator. Les implications pour le monde du travail sont aussi ambivalentes, avec des emplois potentiellement menacés par l'automatisation. Et du coup, dans tout ça, une réflexion s'impose, canaliser l'IA pour le bien collectif, exercer un contrôle démocratique sur son développement et garantir une distribution équitable des avantages qu'elle apporte sont autant de défis à relever. L'IA pourrait-elle être un levier émancipateur ou un facteur de déséquilibre supplémentaire? La réponse réside dans notre capacité à guider son évolution. Donc, ça, c'était la démo de ChatGPT, vu que cette introduction, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est ChatGPT. Bon, j'imagine que vous l'avez un peu senti, parce que c'est quand même pas non plus une science exacte, mais voilà, en gros, je vais donner ce prompt-là. Et puis avec quelques modifications, il m'a répondu ça. Alors j'ai mis dans le style de lutte ouvrière, de NPA ou de révolution permanente, parce que ChatGPT sait pas trop qu'il y a deux NPA, donc si je lui avais juste demandé d'écrire une introduction à la mode du NPA, je sais pas exactement ce qui aurait sorti. Bon. Et bien évidemment, l'image de début était générée par DALL-E 2, qui est du coup un système dit d'intelligence artificielle pour générer des images à partir de texte. Donc là, j'avais demandé en gros dangers et promesses de l'intelligence artificielle dans le style constructiviste de l'RSS. C'est pas trop mal. Si on regarde de près au niveau du texte, on voit que ça ne veut rien dire, que ce soit en russe ou en français, mais bon, justement, c'est une début. Voilà, bon, donc pour résumer, ChatGPT, ce qu'il sait faire. Alors oui, là, donc j'ai discuté avec un peu certaines personnes qui voulaient venir au topo, et en gros, il y a à peu près la moitié des gens qui sont allés au topo sur ChatGPT de Claire Mathieu à la fête de Halo. Du coup, c'est pour ça que je reprends pas exactement le même axe. Désolé pour ceux qui n'y ont pas été, ça va être un peu résumé. Mais j'ai ces slides, donc si vous voulez, ceux qui n'ont pas vu le topo et qui veulent un peu plus de développement sur ChatGPT, on pourra en discuter, je pourrais vous passer les slides. Donc en résumé, ChatGPT, ce qu'il sait faire, c'est synthétiser les résultats d'une recherche Google, un peu comme nous ce qu'on fait quand on parcourt les pages, on prend les informations importantes, on les résume. Faire des résumés, traduire, il sait traduire dans à peu près toutes les langues. En fait, pour ajouter une langue, il faut juste rajouter un petit modèle de langage, il sait même traduire vers l'islandais, et depuis l'islandais. Et il sait aussi écrire dans le style de c'est-à-dire qu'on peut lui dire, voilà, j'ai tel texte, est-ce que tu veux me l'écrire comme une chanson de Georges Brassens? Ça va à peu près marcher. Par contre, si on lui dit écris-moi une nouvelle chanson de Georges Brassens, bon ben là évidemment, ChatGPT pour le coup il sait pas être original, en tout cas voilà, pour l'instant. Et par ailleurs, ChatGPT, il y a deux autres choses qu'il ne sait pas, entre autres, c'est ce que c'est qu'une chaise, par exemple. Donc ChatGPT, il ne sait pas qu'une chaise ça a 4 pieds, il ne sait pas que ça sert à s'asseoir, il ne sait pas que c'est un objet matériel. En fait, il ne sait pas ce que c'est que le monde, quoi. Il ne met pas de sens derrière les mots. Je vais y revenir un peu plus loin. Et en particulier, ça l'empêche de raisonner. C'est-à-dire que si on lui pose un problème de logique un peu élémentaire, par exemple, un tel est plus grand qu'une telle, et une telle est plus grande qu'un tel, et qu'on lui demande est-ce que le premier est plus grand que le troisième, il va répondre au hasard en fait. C'est parce qu'il ne sait pas à quoi ça correspond la taille, il ne sait pas que si on est plus grand que quelqu'un qui est plus grand que quelqu'un, bah, du coup on sera aussi plus grand que cette personne-là. Voilà, bon, Claire Mathieu avait utilisé un autre exemple où en gros elle décrivait la position de gens autour d'une table mis en cercle, et en fait il n'arrive pas à savoir qui est en face de qui si on lui dit juste qui est à côté de qui, parce qu'il ne voit pas ce que c'est qu'un cercle, et du coup il ne voit pas que la personne à l'opposé, c'est celle qui est de place à côté quand on est quatre. Voilà. Bon, je vais revenir là-dessus, là c'est juste pour un peu poser les bases de ce que ça peut faire, ce que ça peut pas faire. Et donc DALL-E 2, c'est... donc là j'ai présenté ChatGPT, et DALL-E 2 c'est un outil qui est aussi développé par OpenAI. Je vais beaucoup parler d'OpenAI aujourd'hui, et qui sert du coup à générer des images à partir d'un texte. Donc il y avait l'image du début, là c'est aussi une petite variation que j'ai trouvée assez sympathique. Donc là pareil, on voit deux choses, on voit que la partie image elle est pas trop mal, il y a un peu des artefacts au niveau des yeux, mais sinon ça marche à peu près. Par contre le texte, il veut absolument rien dire. Et d'ailleurs à un moment je lui ai demandé ne mets pas de texte, et il m'a mis encore plus de texte parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire pas de texte. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça qu'il faut encore un petit peu ajuster. Alors enlever le texte, en vrai, en rendant le prompt un peu plus complexe, ça marche, mais par contre, avoir du texte qui fait du sens, ça c'est pour le moment, c'est très difficile. Ça, c'est lié à la manière
intrinsèque dont ça marche. Donc DALL-E 2, ce qu'il sait faire, c'est générer une image d'un objet donné. Si on lui dit dessine-moi une chaise, il va dessiner une chaise. D'un type donné, il peut faire des photos, des dessins dans le style constructiviste, des dessins dans n'importe quel style, digital art et tout ça. Dans un style donné aussi, il peut prendre une image de base et la faire dans le style de Van Gogh, par exemple. Par contre, lui non plus, il ne sait pas vraiment ce que c'est qu'une chaise, il va savoir la dessiner. Mais par contre, si on lui dit, je sais pas, dessine-moi un cheval qui est assis sur une chaise, il verra pas de problème, quoi. C'est pas une question artistique, c'est que pour lui, ça a autant de sens un cheval qui est assis sur une chaise qu'un humain qui est assis sur une chaise. Ok. Et il ne sait pas non plus, comme ChatGPT, il ne sait pas être original. C'est-à-dire si on lui dit, sans lui donner d'idée, dessine-moi un nouveau tableau de Van Gogh, bon ben là il sera clueless. Okay. Voilà, donc un petit tour des applications, disons contemporaines de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et notez les guillemets, je vais garder les guillemets tout du long, je pense que c'est important. Donc l'IA, elle sait générer des textes, donc ça, un bon exemple, c'est ChatGPT. Elle sait générer des images. Après, il y a plusieurs outils, j'ai présenté DALL-E 2, mais il y a Stable Diffusion, Midjourney, tout ça. Elle sait traduire, quand même assez bien. Au point qu'aujourd'hui, voilà, quand on veut juste rendre un de nos articles accessible à nos camarades, on va le passer un petit coup dans DeepL, et puis après, éventuellement, on va un peu revoir, mais ça permet quand même d'accélérer énormément le travail de traduction. Alors bien sûr, s'il s'agit de traduire des poèmes, pour le coup, on en est encore assez loin. L'IA, elle sait battre le champion du monde d'échecs et le champion du monde de Go. Donc ça, le champion du monde d'échecs, ça fait quelques années. Le champion du monde de Go, c'est un peu plus récent. Et par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle sait battre ces gens, on leur donne juste les règles maintenant. C'est-à-dire qu'avant, il fallait apprendre sur beaucoup de parties et tout. Maintenant, on leur donne juste les règles. En gros, l'IA, elle joue contre elle-même des millions de parties. Et puis après, elle arrive à battre le champion du monde. Donc ça marche pour les jeux qui sont faciles à formaliser, comme les échecs. Le Go, si on demande des jeux un peu plus compliqués, comme des jeux où ça implique de la diplomatie, etc., là, il y a encore des progrès à faire. Mais pour les jeux, donc le terme technique, c'est à 2 joueurs à information parfaite. Là, l'IA, elle est extrêmement puissante. Et ça, c'est lié à sa capacité de calcul absolument colossale. L'IA, elle sait faire ou la domestique, en vrai surtout la domestique, parce que évidemment Amazon et d'autres ont repris les préjugés sexistes en vogue dans la société, et du coup les assistants virtuels sont surtout des assistantes virtuelles. Mais donc voilà, on connaît Alexa, on connaît Google, on connaît toutes ces choses-là, donc qui sauront vous dire la météo, plein de choses comme ça. Et ça implique plein de technologies assez compliquées, parce qu'il faut reconnaître la voix, il faut analyser la requête et tout ça. L'IA, elle sait aussi aider à la conduite. Donc typiquement, les bagnoles à 100 000 €, donc je pense pas que quiconque ici en est, mais de Tesla, voilà, ils savent nous garder sur la ligne, sur l'autoroute. On peut la mettre en pilote automatique sur l'autoroute et a priori on n'aura pas d'accident, en tout cas pas plus que si c'était nous qui conduisions. Elle commence à savoir aider les médecins à prendre des décisions et notamment à analyser des radios. Il y a beaucoup de travaux en intelligence artificielle pour la médecine, parce que justement ça permet d'accélérer les diagnostics et ça permet aussi de repérer des signaux qui sont possiblement pas visibles, enfin en tout cas que le médecin peut rater. En tout cas voilà, un médecin avec une IA aura un taux de diagnostic qui est supérieur à un médecin tout seul, quoi. C'est-à-dire que ça améliore strictement, c'est pas juste que ça accélère, c'est aussi que ça permet de repérer des pathologies, notamment des cancers, que les médecins n'auraient pas pu repérer tout seuls. Voilà, bon, ça c'est faire encore tout un tas de choses. Enfin voilà, j'imagine que si vous êtes venu là, c'est un peu que toutes ces applications contemporaines vous interrogent. C'était juste pour donner un petit panorama. Et donc je vais faire une très brève histoire de l'intelligence artificielle. Alors pour cette partie-là et la partie technique, je me suis énormément inspiré du bouquin de Yann LeCun, donc qui est un chercheur français mais qui habite aux États-Unis, qui travaille pour Facebook et qui a eu le prix Turing en 2019 avec 2 autres de ses collègues. Donc le prix Turing, c'est un prix qui est quand même très prestigieux en informatique. C'est pas tout à fait le Nobel, mais quand même, quoi. Et du coup, qui a sorti un bouquin, je crois qu'il date de 2019 ou 2021, qui s'appelle Quand la machine apprend, où en gros il fait une histoire de l'IA et puis il explique un peu comment ça marche. Alors, d'une manière qui est assez accessible, à condition d'avoir quand même quelques connaissances de mathématiques, quoi. C'est-à-dire, en mathématiques et en programmation, mais il a écrit le bouquin de sorte qu'on puisse sauter cette partie et juste lire la partie sur les conséquences et tout ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite vivement à vous procurer ou à emprunter ce livre. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant.
Des fois, il fait un peu de la pub pour Facebook, mais bon, c'est parce qu'il travaille chez eux et qu'il défend un peu sa baraque. Mais à part ça, c'est quand même assez accessible et très pédagogique. Donc dedans, il fait notamment une sorte d'histoire de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, lui aussi, mais beaucoup de guillemets. Donc en gros, dans les années 30, il y a les débuts de l'informatique en tant que science. Voilà, donc c'est un peu une branche des maths qui se sépare pour être plus dédiée au système vraiment de calcul. À l'époque, les ordinateurs n'existent pas encore vraiment. Après, il y a du coup la Deuxième Guerre mondiale avec du coup la première application de l'informatique qui est de craquer les codes des nazis et tout ça. En 1943, il y a un chercheur qui met au point l'ancêtre des réseaux de neurones. Donc les réseaux de neurones, je vais en parler, mais qui s'appelle le perceptron, qui en gros sert à analyser des formes très simples. Donc il sait dire si une image est toute noire, si une image est toute blanche, des choses comme ça. Et on peut lui faire apprendre à partir d'exemples. C'est ça qui est important. C'est pour ça que je cite ce système-là. Après, en fait, le problème de cette technologie-là, c'est qu'il faut beaucoup d'exemples et beaucoup de puissance de calcul pour que ça marche. Donc il y a un gros moment où ce type de technologie est abandonné au profit plutôt de ce qu'on appelle les systèmes experts. Donc la différence, en fait, en gros, dans l'histoire de l'IA, il y a un peu deux techniques différentes qui coexistent. Et en gros, la différence, c'est est-ce qu'on veut modéliser l'esprit ou est-ce qu'on veut modéliser le cerveau. Donc, le système expert, ce qu'il va essayer de faire, c'est de modéliser le raisonnement. Donc, par exemple, comment un médecin décide que ça, c'est une sinusite et pas, je sais pas, une trachéite ou quelque chose comme ça. Il va demander les symptômes. Si la personne, elle a mal plutôt au nez et pas à la gorge, on va plutôt voir si c'est une sinusite, après, quel type de sinusite, etc. Et donc, l'approche système expert, c'est on met un ingénieur, on le met à côté d'un médecin et on lui dit, voilà, c'est quoi ton processus pour diagnostiquer telle maladie. Ok, ça marche un peu. Le problème, c'est que déjà, pour différencier une sinusite d'une maladie voisine, il faut je ne sais pas combien de questions. Et en fait, très rapidement, pour encoder l'ensemble des décisions qui se passent dans la tête du médecin en quelques dizaines de secondes, c'est des centaines d'heures de travail d'ingénieur. Donc cette approche, elle a marché dans les années 60-80 parce qu'elle demande beaucoup de travail humain, mais pas beaucoup de puissance de calcul. Et qu'à l'époque, les ordi de l'époque, ils pouvaient faire quelques opérations par seconde et ils avaient une mémoire qui pouvait stocker quelques centaines de lignes, mais pas plus. Par contre, donc là on cherche à modéliser l'esprit, et en fait l'approche du coup réseau de neurones, mais du coup dans l'ancêtre et le perceptron, ce qu'on cherche à modéliser, c'est le cerveau. Et quel aspect du cerveau? L'aspect qui est les neurones. Donc le cerveau, voilà, comme vous savez tous, c'est composé de milliards de neurones. Donc un neurone, c'est quoi? Alors justement là, un neurone, c'est quelque chose qui a des entrées. Voilà, c'est une unité biologique qui a des entrées, qui est connectée à d'autres neurones par des synapses, et en fonction des entrées qu'il va recevoir, il va émettre un signal vers les neurones auxquels il est connecté à son tour, ou pas. D'accord? Bon, en vrai, il se passe plein de trucs très compliqués. Le signal il est électrique, il se convertit en un signal électrique, en un signal chimique dans le neurone, puis qui se reconvertit en un signal électrique, etc. Il se passe plein de choses compliquées. Mais du coup, l'idée des scientifiques qui ont développé ce type de technologie, c'est de dire, ok, en fait, en première approximation, si on regarde de si en loin, un neurone, c'est juste quelque chose qui prend des entrées et qui, en fonction de la somme de ce qui rentre dedans, va émettre un signal ou pas. C'est juste ça. Et ça, en informatique, c'est quelque chose qui est très simple. En gros, on prend les entrées, on fait la somme. Si c'est plus petit qu'une certaine valeur, on ne va pas émettre de signal, et sinon, on va émettre un signal. Voilà, en programmation moderne, c'est 2 lignes de simuler un neurone. Okay. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a ça, le cerveau, une de ses grandes caractéristiques, c'est qu'il apprend. C'est-à-dire, quand on est, on n'a pas le cerveau qui est tout fait et qui nous permet de tout faire dans le monde. Au contraire, les bébés, ils mettent très longtemps qu'à voir les couleurs, saisir des objets, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils apprennent en interagissant avec leur environnement. Et donc, en première approximation, ce que se sont dit les scientifiques, c'est qu'est-ce que ça veut dire interagir avec son environnement? Ça veut dire recevoir des données. Okay, donc, c'est-à-dire recevoir des exemples, en fait, et des contre-exemples. Je vais prendre un exemple parce que c'est peut-être un peu abstrait. Mettons qu'on va différencier un chat de autre chose. Comment on va apprendre à différencier un chat de autre chose? On va prendre des photos de chat, on va dire ça c'est un chat, et on va prendre des photos de autre chose et on va dire ça c'est autre chose. Et après du coup l'apprentissage, pour un bébé c'est genre 3-4 images en gros de chat, enfin 3-4 interactions avec un chat, et après à partir de ce moment-là l'enfant il sait différencier un chat de autre chose. Okay, la machine ça va marcher pareil, sauf qu'il faut 3 millions de photos de chats en gros. Okay, voilà. Mais ça,
le processus d'apprentissage permet notamment de distinguer un chat d'autre chose, en tout cas avec l'IA moderne, c'est très très facile. Et donc pour en revenir à mon histoire, donc en gros voilà, dans les années 60-80 c'est les systèmes experts avec on n'a pas assez de puissance de calcul, etc. Et donc à partir du moment où on commence à avoir des ordi qui sont en mesure de faire tourner l'algorithme d'apprentissage sur 3 millions de photos de chat, donc déjà ça implique de pouvoir les stocker, ce qui était impossible avant les années 90, ok. Et ensuite ça implique de pouvoir les analyser, parce qu'il faut quand même lire toutes les images pixel par pixel, calculer ce que ça fait sur le... Je vais pas trop expliquer comment ça marche, mais calculer ce que ça fait sur le réseau de neurones, mettre à jour, etc. Ça prend quand même du temps, quoi. Du coup, ingérer 3 millions d'images, c'est long, ok. Sauf qu'aujourd'hui, enfin, même dans les années 90, on a des processeurs qui font des millions, voire des milliards d'opérations par seconde. Du coup, finalement, analyser 3 millions d'images quand on arrive à faire des milliards d'opérations par seconde, bon, c'est à peu près faisable, quoi. Si ce qu'on fait, c'est pas trop compliqué. Vous êtes toujours avec moi? Ça va? Ouais. Ok. Donc ça, c'est les années 90. Il y a une renaissance du machine learning, principalement autour d'applications comme la reconnaissance de caractères. Notamment, Yann Lequin, ce sur quoi il a travaillé, c'est la reconnaissance de chiffres pour analyser automatiquement les chèques de banque. Pour entrer automatiquement le montant, plutôt que d'avoir quelqu'un qui lit le montant et qui... Okay. Et le problème, c'est que ces technologies-là, il y avait quand même une bonne partie qui était à la main, au sens où la manière dont ça marche, c'est qu'en gros, on analyse l'entrée, et après, on va avoir un certain nombre de caractéristiques importantes. Par exemple, si on veut analyser un chat, un chat, il va avoir des oreilles, il va avoir des yeux, il va avoir une truffe, ou je sais pas comment on appelle ça, une bouche, des canines, tout ça. Et en fait, ces caractéristiques importantes, jusqu'en 2012, elles étaient déterminées à la main par les ingénieurs, en disant, voilà, il faut surtout regarder ça. Et après, ils entraînent un réseau de neurones à reconnaître ça particulièrement. Et après, ils entraînent un réseau de neurones, étant donné ces caractéristiques. Voilà, genre, mon animal, il a des oreilles de telle forme, etc. À partir de là, est-ce que c'est un chat ou pas? La grosse innovation technique de 2012, du deep learning, c'est qu'on voit à partir de maintenant, la machine, elle va elle-même déterminer quelles sont les caractéristiques importantes. Ok? Et ça, ça permet un gros bond technologique parce que ça enlève encore une partie de travail humain dans l'entraînement de ces systèmes-là. Et c'est ça qui permet un gros décollage et qui fait que c'est une technologie qui est aussi omniprésente aujourd'hui et qui est notamment massivement utilisée par Facebook, Google et leurs amis. Bon, comment ça marche? J'en ai un petit peu parlé, mais je vais détailler un tout petit peu. Après, rassurez-vous, je vais pas être très technique. L'idée générale de ces trucs d'apprentissage, c'est qu'on apprend à partir d'exemples. En gros, c'est une version très améliorée ou très complexe de juste apprendre à partir d'exemples, de faire des stats, qui consiste à repérer des régularités. Donc si on prend un petit exemple, donc ça c'est l'exemple que prend Yann Lequin dans son bouquin, mettons qu'on va y apprendre à une voiture à garder une ligne droite sur une autoroute. Et on suppose qu'on sait où est sa position par rapport aux lignes gauche et aux lignes droites. Et ce qu'on veut calculer, c'est quel angle tourner le volant pour garder la ligne droite. Bon, si notre voiture elle est au milieu, le volant on peut le garder droit, ok? Parce qu'elle avance et elle est au milieu entre les deux lignes, d'accord? Si elle se rapproche un peu de la ligne gauche, on va un peu tourner le volant pour rectifier la trajectoire, d'accord? Si au contraire elle va vers la ligne droite, on va un peu tourner le volant pour rectifier la trajectoire vers le milieu. Bon, ça, on prend quelques points. En gros, on fait conduire quelqu'un, on regarde de combien il tourne le volant en fonction de où il est sur la ligne. Bon, là j'ai supposé que c'était linéaire, comme Yann Lequin, et dans ce cas, super, on tire la ligne droite, et on a une solution pour garder la ligne droite si on connaît notre position par rapport aux deux lignes. Okay. Ça, c'est le principe de la régression statistique ou régression linéaire. On a juste ces points-là, et on en déduit qu'on a une droite qui passe dans ces points. Bon, dans la vraie vie, évidemment, les points ne sont pas parfaitement alignés. Dans la vraie vie, les conducteurs, ils vont faire à peu près ça, quoi. Et en vrai, il y aura plusieurs milliers de points, parce qu'en plus, les conducteurs agissent différemment. Il y en a qui tournent plus ou moins vite le volant, etc. Mais du coup, si ça fait à peu près une droite, on aura quand même une approximation qui est à peu près raisonnable et qui devrait nous permettre de conduire notre voiture. Ok, à partir d'exemples. Et ça, les matheux, ils savent faire depuis très longtemps de trouver une droite à partir de points. Et voilà. Je vais vous expliquer comment. Donc les réseaux de neurones, c'est une généralisation de ce principe-là. C'est juste que la différence, c'est qu'on ne cherche pas juste une droite et qu'on n'a pas juste de paramètres, quoi. On a plein de paramètres et on cherche une fonction qui est très compliquée. Alors là, je reprends du coup éhontément les slides de Claire Mathieu pour parler un peu plus précisément de ChatGPT, parce qu'en fait son explication est vraiment très bien et que j'avais rien à ajouter. Donc comment ça marche pour ChatGPT? Donc je reviens à ChatGPT. ChatGPT génère du texte, ok?
Et comment il génère du texte? En gros, il va prendre les mots qui existent déjà, donc notamment le prompt que vous lui avez donné, et il va essayer de prédire quel est le mot suivant le plus probable. Voilà. Donc il fait exactement ça. Il prend la phrase d'avant et il essaie de prédire le mot qui vient. Bon là, vous y êtes très bien arrivé. Pourquoi? Parce que le mot que j'allais dire est extrêmement prévisible. Okay. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il a l'historique des mots, l'historique de la phrase, et en fait, il va calculer des probabilités. De la même manière qu'avant, on essayait de prédire une droite qui passe par des points. Et en fait, pourquoi ça marche? Parce qu'il a lu des milliards de documents, et que du coup, il a une idée assez précise de ces probabilités. Et du coup, il est assez fort pour générer un texte qui est plausible. Ok. Donc, comment ça marche un poil plus précisément? Alors là, cette partie de la slide, je ne veux pas en parler, mais ce qu'elle va faire, en fait, c'est que pour cette partie-là, donc on a une phrase qu'on veut compléter, on veut prédire un mot, là par exemple c'est celui-là. Ok. Et pour s'entraîner, la machine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va calculer des probabilités, au début c'est au hasard. Ok. Ensuite, elle va regarder ce que c'est la vraie réponse, et elle va ajuster les probabilités qu'elle a calculées en fonction. Elle va faire ça sur des milliers de lignes de texte. Ok. Donc ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un Large Language Model. Donc c'est, comme son nom l'indique, c'est un modèle qui sert à générer des textes, c'est un modèle de langage, ok, et qui est basé sur le principe de l'autocomplète, comme sur vos téléphones, ou comme là tout à l'heure vous avez complété ma phrase. Donc le but c'est juste de prédire le mot le plus probable, et la nouveauté en fait par rapport aux technologies précédentes qui utilisaient ça, c'est la quantité de données. Donc ChatGPT il a été entraîné sur en gros 45 Tera de données, alors ça vous dit peut-être pas grand chose, donc c'est 45 000 gigas, ok. Donc 45 millions de mégas, et 1 méga, c'est en gros le capital de Karl Marx. Okay. Donc là-dedans, Wikipédia, c'est 3% du corpus d'entraînement. Donc en particulier, il a lu tout Wikipédia. ChatGPT. Okay. Et c'est, en gros, c'est la principale différence qui explique qu'il soit aussi bon à générer du texte plausible. Par exemple, il est rédigé mon intro au début qui était, pas parfaite, mais pas dégueu. Okay. Alors bon, ça, je ne vais pas en parler parce que j'ai pas le temps. Donc maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, la question qui est posée dans le titre, c'est est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, bon là j'ai oublié les guillemets mais rajoutez-les, est-ce qu'elle est vraiment intelligente? Ok. Bon. Alors, déjà une question de terme. Depuis tout à l'heure, je mets intelligence artificielle entre guillemets. Qu'est-ce qui se passerait si on parlait... alors, il faut juste que je retrouve mes notes. Pardon. Hop. Voilà, qu'est-ce qui se passerait si on parlait de... alors, en anglais, ça donne... Pardon. Voilà, de Systemic Approaches to Learning Algorithms and Machine Inferences. Donc ça, c'est un Italien qui a proposé ça, parce que ça donne salami. Et du coup, quand on se pose la question, est-ce que le salami est intelligent? Bon, déjà, la réponse qu'on va avoir, qui va nous venir à l'esprit, elle va être un peu différente. En français, ChatGPT m'a proposé baguette, parce que je lui ai demandé d'adapter ce jeu de mots. Donc, voilà, biotronique avancée et génie d'utilisation pour l'évolution technologique et la transformation émergente. Bon voilà, on peut trouver plein d'acronymes rigolos qui permettent de renommer l'IA, mais en fait, ce chercheur, il dit aussi, le vrai terme pour IA, c'est juste un logiciel, en fait. Voilà. Est-ce que les logiciels sont intelligents? Bon, en général, non. Et après, du coup, il faut reposer la question sur ces technologies spécifiques. Voilà, donc... Déjà, une petite question de définition. En fait, parmi les gens qui se posent la question de est-ce que du coup les systèmes d'apprentissage machine, maintenant je vais dire apprentissage machine, c'est la même chose que ce que je disais pour IA, mais justement, c'est par rapport à ça. Je ne vais pas dire salami parce que c'est un peu long. Donc, l'intelligence, en gros, les gens qui analysent ces systèmes, ils font une différence entre l'intelligence dite faible et l'intelligence dite forte, ou l'intelligence spécifique et l'intelligence générale. La différence, c'est que l'intelligence faible, on va essayer d'entraîner notre système à résoudre une tâche très spécifique. Donc la tâche spécifique pour ChatGPT, c'est générer du texte plausible. La tâche spécifique pour AlphaZero, c'est battre un champion aux échecs. La tâche spécifique pour Alexa, ça va être de répondre le mieux possible aux requêtes des utilisateurs. Okay. Ça, c'est des tâches qui sont spécifiques, qui sont complexes, mais qui sont spécifiques. Et d'ailleurs, pour les faire traiter par l'IA, les ingénieurs, ils les décomposent en tâches plus élémentaires. Par exemple, Alexa, voilà, il y a la partie analyse vocale, la partie synthèse vocale, la partie analyse de requête. Tout ça, c'est des ingénieurs qui se sont dit que pour répondre à une requête, il fallait faire ça, puis ça, puis ça. Okay. L'intelligence qui est dite forte ou générale, ça serait une intelligence telle qu'on la conçoit nous, c'est-à-dire capable de faire, disons, un bon sous-ensemble des tâches humaines et d'une manière similaire aux humains.
Mais dedans, il y a une tâche qui est hyper importante et qui est très dure à faire, c'est choisir quelle tâche on va faire. Là, par exemple, en ce moment, je suis en train de vous parler, je suis en train de raisonner, bon, au passage, l'IA, c'est pas raisonner, hein, pour l'instant. Je suis en train de bouger mes mains de sorte à ce que ce soit en adéquation avec ce que je vous dis, et voilà, je fais plein de trucs en même temps que j'ai pas appris formellement. Je suis pas en train de décomposer, enfin là, je suis en train de les décomposer pour vous expliquer, mais on m'a pas appris que pour interagir avec des gens, il fallait faire comme ça. Okay. Et donc ça, on en est extrêmement loin. Et notamment, du coup, de ChatGPT, il y a un des trucs qui montre que c'est pas une intelligence artificielle forte, c'est cette incapacité à raisonner, qui est liée au fait que raisonner, c'est pas juste faire des stats. Okay. Et tant que nos systèmes d'apprentissage, c'est de l'apprentissage statistique, on aura du mal à élaborer. C'est juste de l'apprentissage statistique, on n'arrivera pas à obtenir des machines qui savent raisonner de manière efficace. Okay. Sauf si on les entraîne précisément à faire juste du raisonnement logique très précis, genre prouver des théorèmes de maths, etc. Là, on peut faire un peu des trucs, mais à nouveau, il y aura d'autres limitations. Bon, une autre caractéristique de ces systèmes-là, c'est qu'ils sont tous sujets à ce que les spécialistes appellent des hallucinations, mais bon, en fait, c'est un euphémisme pour dire que juste les machines, elles racontent n'importe quoi, des fois. Voilà. Donc ChatGPT, typiquement, les hallucinations, on peut les obtenir assez facilement. Il suffit de lui poser une question qui induit une réponse positive, alors qu'en fait la réponse est négative. Par exemple, qui est le dernier survivant du Titanic? Il va dire avec le plus grand aplomb du monde, c'est un tel qui était cuisinier et que machin. Et après, quand on lui dit non, tu t'es trompé, il va dire oui, non, en fait, il y a plein de gens qui se sont échappés du Titanic, c'était pas le seul et tout ça. Enfin voilà. Bon, en gros, il part totalement en vibrine et il raconte n'importe quoi. Et une autre manière aussi de faire ça, c'est d'utiliser certaines caractéristiques du corpus sur lequel il a été entraîné. Par exemple, ChatGPT, il a été entraîné sur Reddit. Reddit, c'est un forum en ligne avec des utilisateurs, etc. Quand on lui donne en entrée des noms d'utilisateurs Reddit, il va dire n'importe quoi. Il va se mettre, par exemple, à être un peu insultant si cet utilisateur est insultant, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, les occurrences du pseudo de cet utilisateur, dans le corpus, elles sont attachées au message qu'il raconte. Et du coup, il va avoir des comportements totalement imprévisibles. Bon, et plus généralement, en fait, ce genre de système, on peut assez facilement, disons par des attaques adverses, essayer de les piéger pour trouver des hallucinations. Et voilà, on trouvera toujours des trucs un peu marrants, tant qu'ils seront entraînés juste avec ces méthodes-là. Ok. Donc, ce qui leur manque à ces systèmes, alors le premier truc, c'est la différence entre corrélation et causalité. C'est-à-dire que comme ils apprennent juste à évaluer des probabilités, ils n'arrivent pas à séparer est-ce que tel phénomène cause tel autre phénomène ou est-ce que c'est juste qu'on les voit souvent ensemble. D'accord. D'où à nouveau l'incapacité à raisonner. Et une autre chose qu'ils n'arrivent pas bien à faire, c'est de gérer l'imprévu. C'est-à-dire que comme leur taf, c'est de repérer des régularités dans des bases de données, etc., des trucs qui consistent en être imprévus, comme être original, par exemple, donc faire une création originale, ça, ils y sont extrêmement mauvais, parce qu'en fait, juste, ils sont pas entraînés pour ça, quoi. Et parce que c'est très dur, pour le moment, on n'a pas d'idée de comment faire pour entraîner les systèmes pour ça. Et ça, c'est pas en rajoutant des données qu'on va mieux les entraîner, parce que l'imprévu, par définition, c'est imprévu, quoi. L'idée, c'est que c'est pas dans la base de données. Ok. Et donc, Hubert Krivine, dans son bouquin pas mal, vraiment très bien, qui s'appelle L'intelligence artificielle peut-elle penser, il ressort cette citation de Henri Poincaré, qui est un mathématicien du début du XXe, fin 19e, et dit « On fait de la science avec des faits comme on fait une maison avec des pierres. Une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'une maison n'est un tas de pierres. » Okay. Donc ce que fait l'IA, c'est accumuler des pierres. Par contre, en déduire de ce que c'est que la forme d'une maison, comment ça se conçoit, etc., quel rôle ça joue, ça, pour le moment, c'est totalement hors portée. Okay. Donc, et en fait, un des gros trucs qui lui manque à l'IA pour l'instant, c'est d'interagir avec le vrai monde. Okay. Donc ChatGPT, il lit des textes, DALL-E 2, il regarde des images, mais à aucun moment, ils ont été confrontés aux objets réels qui modélisent, qui correspondent à ces mots-là ou à ces images-là. Et ça, c'est hyper important, parce que pour comprendre ce que c'est qu'une chaise, il faut s'être assis dessus, ou il faut avoir vu quelqu'un qui s'est assis dessus. D'accord. Et plus généralement, pour comprendre pourquoi une salle elle est comme ça, il faut avoir évolué dans cette salle, il faut savoir à quoi elle sert. Et donc, tant que l'IA elle n'interagira pas réellement avec le monde, tant qu'elle le connaîtra que par des textes produits par les humains et des images produites par les humains, donc elle ne sera pas par exemple capable de se déplacer dans son environnement, il n'y a aucun moyen qu'elle développe une intelligence artificielle forte, parce qu'en fait ce qui va lui manquer c'est le sens des mots, c'est-à-dire à quoi ça correspond le sens des mots et le sens des concepts. Parce que les concepts,
Le seul moyen de les développer, c'est, enfin ça pour le coup, enfin voilà, c'est bon, par exemple Engels, Marx et tout ça qui racontent que bon, et pourquoi l'homme il développe l'intelligence, bon, bah, c'est pour être à même de transformer son environnement. Et comment il le fait? En interagissant avec son environnement. Et ça, mais ça pour le coup, ce raisonnement, donc là je le mets en lien avec ce que disent Marx et Engels, mais ce truc-là d'interagir avec le monde, tous les spécialistes de l'IA s'accordent à dire que c'est un des gros trucs qui manque. Pour le moment, on n'a pas d'IA qui sont capables d'interagir avec le monde. Et ça impliquerait plein de trucs, parce que ça impliquerait d'être capable non pas de traiter des images, mais au moins des vidéos, si on a un capteur optique, de mettre en rapport différentes informations, etc. Donc tout ça, ça pose voilà, plein de défis techniques qui sont pour le moment pas du tout traités. Un autre truc, c'est que l'objectif de l'intelligence artificielle, pour le moment, les systèmes d'intelligence artificielle, ils sont conçus pour maximiser un certain objectif. Donc cet objectif, on va leur donner sous une forme mathématique. Donc pour faut optimiser un truc. Sauf que justement, les humains, les objectifs qu'ils se donnent dans la vie, en fait, ils sont résultat, le produit de toute la révolution. Ok, bon ben voilà, à la base c'est survivre, puis après maintenant c'est vivre en société, etc. Ces trucs-là, c'est pas quelque chose qui nous est donné de l'extérieur, c'est quelque chose qui émerge au fur et à mesure de notre histoire, qui évolue au fur et à mesure de notre histoire. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui pour le moment est totalement absent du développement de l'intelligence artificielle. Alors dans une dernière partie, sur le quart d'heure qui me reste, je vais un peu parler de qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Bon, je suis désolé, je traite beaucoup de choses différentes. À la base, j'avais parlé juste de est-ce que l'IA est intelligente, mais vu qu'il y a la moitié des gens avec qui j'ai discuté qui disent mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire sur le plan économique, etc. Bon, je me suis dit que c'était un peu dur de passer à côté et que c'était dommage de juste le garder pour la discussion. Donc c'est pour ça que j'ai un peu raccourci les premières parties pour parler de ça. J'espère que vous êtes quand même toujours avec moi. Voilà, donc c'est un peu qu'est-ce que ça représente sur le plan économique, quel changement ça va représenter pour le monde du travail et tout ça. Bon, évidemment, on pourra l'aborder pendant la discussion. Donc une première chose, c'est qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, d'où ils viennent ces systèmes d'intelligence artificielle, comment ils sont entraînés, quel est le rapport avec le travail humain. Bon, en fait, contrairement à ce que peuvent donner l'impression OpenAI et tous les promoteurs de l'intelligence artificielle, ces systèmes, ils reposent éminemment sur du travail humain. Okay, et c'est hyper important. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, pour entraîner un système, il lui faut des exemples. Bon, qui est-ce qui va faire les exemples? Bon, à un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise qu'un chat, c'est un chat, etc. Alors, il y a certaines techniques qui sont dites d'apprentissage auto-supervisé ou non supervisé, qui permettent un peu de contourner ça. Donc, typiquement, c'est pour ça que AlphaZero, il arrive à gagner aux échecs sans regarder des parties d'échecs d'humains. Okay. Par contre, pour des tâches plus complexes, on est obligé d'avoir des données, notamment quand il s'agit d'avoir un rapport avec le monde, on est obligé d'avoir des données qui viennent du monde. Quoi. Okay. Les échecs, ça existe en dehors du monde, éventuellement, ça peut exister juste dans notre tête, mais par contre, le monde, il n'existe que dans le monde, par définition. Et un exemple du caractère critique de ces données fournies par les humains, c'est qu'il y a des chercheurs qui ont essayé d'entraîner un système d'IA sur des données créées par des IA. Bon, en fait, en 5 itérations, l'IA, elle est devenue complètement barge, en ayant perdu tout rapport avec la réalité. Mais c'est normal parce qu'en fait, l'IA, elle a été entraînée sur des vraies données, donc sur le vrai monde. Du coup, elle a déjà extrait toute l'information du corpus de ce que c'était que le vrai monde. Donc si on lui demande de s'entraîner avec juste ses propres infos, ça va juste dégrader le système en fait. Donc c'est pour ça qu'un des trucs hyper importants, clé, ça serait d'être capable d'interagir en continu avec le monde pour en permanence mettre à jour les connaissances par rapport au monde. Okay. Donc d'où ils viennent ces exemples d'apprentissage? Alors là je vois qu'on voit un peu plus rien, mais bon, c'est pas si grave. Les exemples de c'est quoi un chat, c'est quoi un chien, etc. Dans les années 90, en gros, c'était des gens qui ont payé des stagiaires à étiqueter des bases de données. Voilà, si c'est une photo de chat, c'est pas une photo de chat. Bon, le chat, il a tel endroit de l'image, etc. Maintenant, on a des super trucs genre Facebook, etc. où il y a plein de gens qui disent j'ai pris une super photo de mon chat, et puis hashtag cat, et puis voilà. Et Instagram, c'est encore mieux. Dans les hashtags, il y a plein d'informations sur ce qu'il y a dans l'image. Donc on peut juste se servir de ces corpus absolument énormes. Les exemples d'apprentissage, ils viennent aussi des CAPTCHA. Donc, si vous vous souvenez, dans les années 2000, pour télécharger illégalement, on devait entrer des lettres issues d'un texte et les décrypter. Ça a servi à Google Books à informatiser une très grande partie de la littérature mondiale. Maintenant, ce qu'on voit dans les CAPTCHA, c'est trouver la moto, trouver le bus, etc. Et ça sert à entraîner les systèmes de conduite autonome, évidemment. Okay. Donc ça, c'est disons du travail gratuit ou en tout cas un échange de bons procédés, on va dire. Voilà. Donc,
le site nous donne accès à un lien pour télécharger illégalement quelque chose et puis on lui donne des données précieuses pour l'entraînement de ces systèmes informatiques. Ça vient de nous plus généralement, donc par Facebook, notre utilisation de Google. Donc Google, très tôt, il a eu l'idée d'utiliser les requêtes de ses usagers pour entraîner son système. Mais maintenant, c'est absolument omniprésent, quoi. Donc voilà, Facebook, Instagram et tout ça. Et après, ça vient pour les tâches un peu plus critiques, où personne ne veut le faire, par exemple, ça vient des travailleurs du clic. Donc les travailleurs du clic, c'est typiquement les Philippins, etc., qui se connectent à Amazon Mechanical Turk. Donc ça, c'est un système proposé par Amazon précisément pour ce genre de service, et qui vont dire, ah ben ça c'est une photo de massacre, il y a de la violence, physique ou sexuelle, etc. Donc le filtrage de contenu, ça pour le moment, c'est des gens qui le font. Ok ? Et empêcher ChatGPT de devenir nazi, c'est aussi des gens qui le font. Ok ? Et évidemment, c'est des gens des pays du Sud, etc., avec des boulots absolument sous-payés. Mais ça, c'est une forme de travail qui s'est vachement développée avec du coup Amazon Mechanical Turk et des systèmes analogues, et qui consiste justement à faire ce qui est, disons, la partie irréductible de travail humain qui a besoin dans ces IA. Ok. Bon, qui possède toutes ces données? Bon, pas nous, évidemment. Il y a OpenAI, qui, au passage, n'a de open que le nom, parce que toutes leurs données sont propriétaires, leurs systèmes sont propriétaires, etc. Donc propriétaire, ça veut dire que c'est leur propriété privée exclusive et qu'on n'y a pas accès. D'accord. Au passage, OpenAI, c'est un consortium qui a été fondé, où, en gros, l'argent, il vient de Microsoft, d'Elon Musk, donc qui est parti du projet depuis, de Google, et tout ça. Voilà, c'est pas... Au début, c'était une entreprise à but non lucratif, et très rapidement, c'est devenu une entreprise à but lucratif. Et voilà, ils ont changé le statut de fondation. Voilà. Et ensuite, qui possède les données? Sinon, du coup, les grands consortiums de la tech, principalement dans la Silicon Valley, mais pas que, évidemment. Donc ça, c'est des aspects c'est important. Maintenant, est-ce que tout ça, ça veut dire que ça y est, les capitalistes, ils ont enfin réussi à nous remplacer par des machines? Bon, et pour le moment, évidemment, non, et ça, c'est très lié à cette histoire d'intelligence forte, c'est-à-dire que tant que notre machine, elle ne sait pas faire exactement la même chose qu'un humain, elle ne peut pas remplacer un travailleur en toutes circonstances. Et d'ailleurs, pour remplacer un travail, il ne suffirait pas de remplacer isolément chacune de ces tâches, parce qu'en fait, justement, un travail, ça consiste aussi à articuler ces tâches. Typiquement, dans la production industrielle, ça fait très longtemps que ça a été automatisé, parce qu'il y a eu le Taylorisme qui permet de décomposer un processus de production en tâches élémentaires, mais qui n'y arrive pas partout, et d'ailleurs, il y a quand même toujours des travailleurs dans les entreprises. Là, un peu la nouveauté de ça, c'est que ça s'attaque à d'autres types de travaux, mais en fait, finalement, c'est comme d'habitude, quoi. C'est-à-dire que c'est juste une nouvelle vague d'automatisation, au sens où, en quoi ça consiste? À automatiser une partie du travail pour, du coup, réduire la part de travail humain, et en échange, qu'est-ce qu'on fait? Soit on ajoute des éléments à la fiche de poste, soit on vire des gens. Voilà. Ce phénomène, c'est exactement le même que la mécanisation dans les années du 19e siècle, ou l'automatisation au 20e siècle, l'automatisme et tout ça. Et donc les boulots que ça concerne, du coup, c'est ce qu'on pourrait considérer comme le travail intellectuel, en fait. Voilà, c'est un peu ça qui peut, à première... en fait, c'est surtout que maintenant, les gens qu'on entend dans les médias, c'est-à-dire les gens qui font ces métiers, on les entend parler de ça, alors qu'avant, quand il s'agissait d'automatisation du travail manuel, évidemment, ils en parlaient beaucoup moins, parce que ça ne les concernait pas. Okay. Donc, des exemples, c'est certaines tâches de secrétariat, prévoir un planning pour un meeting, faire le résumé du dernier meeting, etc. Ça, il y a des systèmes de machine learning qui le font très bien maintenant. Certaines tâches de journalisme, donc typiquement développer une dépêche AFP, ça ChatGPT, il y arrive plutôt bien. La seule chose qui lui manque, c'est qu'il ne sait pas citer ses sources et qu'il ne sait pas si ce qu'il a écrit c'est vrai ou faux. Je vais y revenir. Et ensuite, en ce moment, à Hollywood, il y a une grève des scénaristes, donc vous en avez peut-être entendu parler. En gros, le projet d'Hollywood, c'est d'utiliser de l'IA qui est entraînée sur tous les scénarios existants, par exemple de Marvel, etc. Et comme en fait, ce type de film, typiquement les Marvel, ça suit des schémas qui sont quand même très simples, l'IA, en fait, avec les quelques exemples qu'elle a, ça lui permet de générer, finalement, tu payes juste le courant électrique et tu payes pas les scénarios précédents, parce que dans la clause précédente, tu avais le droit de garder les scénarios sans avoir besoin de payer de royalties à ceux qui les ont écrits.
Donc à partir de là, ça te permet de générer des nouveaux scénarios pour quasiment gratos, quoi. Et justement, le conflit, la grève à Hollywood, c'est est-ce que c'est normal qu'ils aient le droit d'utiliser tous les scénarios précédents pour entraîner leur système sans payer de royalties, de droits. Voilà. Bon, évidemment, il y a une lutte plus générale contre le fait que ça correspond à des licenciements, etc. Un autre aspect, c'est donc les créateurs freelance. Donc ça, typiquement, il y a une bonne partie des gens à nouveau des pays du Sud, notamment aux Philippines et en Amérique latine, qui travaillent pour des grandes entreprises des États-Unis et enfin plus généralement du camp impérialiste, on dira, et qui travaillent par exemple, donc ça peut être dessine-moi une illustration pour tel produit, écris-moi un post de blog qui parle de telle chose, ou encore crée-moi une campagne de mode pour ce vêtement-là. Ok. Bon ben, crée-moi une campagne de mode pour ce vêtement-là. J'ai vu un article qui est vachement intéressant sur Restful qui parle de ça, où ça parle d'un gars qui fait ça, on lui envoie une photo de vêtements ou un vêtement, et son but c'est de faire une campagne avec un mannequin et tout ça, des photos, un portfolio et tout ça, pour présenter le produit. Bon ben avant c'était genre 15 personnes et une semaine de travail, donc $3 400. Maintenant il donne la photo du vêtement à Midjourney, DALL-E 2 ou tous les trucs de génération d'images. Il dit, génère-moi l'image d'un mannequin qui porte ce vêtement dans tel paysage, etc. Il a sa campagne promotionnelle en une journée avec 2 personnes. Donc c'est $140 au lieu de $3 400. Ça, c'est un exemple de métiers qui sont très lourdement automatisés. L'illustration à la demande aussi, grâce à DALL-E 2 et Midjourney, alors ça demande un peu d'entraînement, mais ceux qui historiquement travaillaient juste sur Photoshop à faire du dessin digital, maintenant ils cèdent de Stable Diffusion et tout ça. Et en fait, le processus à l'œuvre, c'est comme en plus c'est des créateurs freelance, donc en gros des travailleurs à la pièce, là il n'y a aucune barrière, quoi, il n'y a pas de syndicalisation, il n'y a rien du tout, donc on le voit tel que décrit dans le Capital à la limite, c'est-à-dire que en gros il y a ceux qui du coup s'adaptent et deviennent un peu des prompteurs de ces outils-là, et donc c'est ce service-là qu'ils vendent. Donc eux, ils s'en sortent parce qu'en gros, ils baissent les prix de leurs marchandises, mais ils en vendent beaucoup plus. Et il y a ceux qui restent, disons, à la méthode traditionnelle et qui soit disparaissent, soit s'adressent à un public de niche qui veut qu'il n'y ait pas tel pixel qui soit mal réglé parce que l'IA, elle produit quand même des artefacts. Donc en gros, les marques, typiquement pour les marques de vêtements chers vont continuer de s'adresser à des gens qui font des campagnes de promotion réelle parce que, typiquement, un mannequin qui est généré par l'IA, il a l'œil qui est un tout petit peu bas, donc ça a l'air naturel, mais il y a quand même un petit truc qu'on sent qui est un peu bizarre. D'accord. Mais par contre, les marques qui vendent des robes à $2, eux, ils vont s'adresser à des gens qui font plutôt prompteurs d'IA. Ok. Donc, ce qu'ils estiment, c'est qu'en gros, dans ces domaines-là, le gain de productivité, il peut monter jusqu'à entre 17 et 34%. Pareil pour les remplacements de téléconseillers aussi, parce que la plupart des demandes sont des demandes standards, et du coup, toutes ces demandes peuvent être filtrées par l'IA. Et après, les téléconseillers, il aurait juste à traiter les demandes un peu exceptionnelles. Ça permet aussi d'automatiser une grande partie. Et donc, en ce moment, typiquement aux Philippines, où il y a énormément de call centers, elles sont en train de s'organiser pour justement résister les licenciements qui vont avoir lieu prochainement, justement, parce que les entreprises se jettent sur ce nouvel outil. Ok. Donc, justement, cette nouvelle vague d'automatisation, comme toutes les précédentes, elle crée aussi des nouveaux métiers qui, évidemment, sont plus productifs, donc demandent moins de travail humain. Et donc, ces nouveaux métiers, c'est typiquement prompteur pour obtenir des bons résultats, donc soit de billets de blog, soit d'images, etc. Et vérifieur. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais plus haut, ChatGPT, une chose qu'il ne sait pas faire, c'est savoir si ce qu'il raconte est vrai ou faux. Il n'en a aucune idée. Il sait juste que c'est plausible par rapport à son corpus, mais c'est tout. Donc, maintenant, il y a certaines entreprises, notamment certains médias de journalisme internet qui en gros écrivent leurs articles avec ChatGPT et après disent tu veux pas me vérifier, fact-checker tel article et corriger ce qui est correct. Alors notez d'ailleurs que Gizmodo, ils ont fait ça sans utiliser un vérifieur et du coup ils ont publié tout un tas d'articles qui n'avaient absolument aucun sens, c'était n'importe quoi. Du coup ça a donné un gros fiasco pour eux. Un dernier aspect que je n'ai pas cité là, c'est les avocats. Le travail de loi, il y a toute une partie qui est quand même très formelle en fait, mettre en lien des articles de loi, etc. Ça, ChatGPT, il sait pas mal le faire, mais à nouveau, ce qu'il sait pas faire, c'est vérifier que les articles de loi existent
qui s'articule correctement. Et donc il y a eu l'histoire d'un avocat aux États-Unis qui a du coup juste demandé à ChatGPT d'écrire le dossier pour lui, et en fait les articles qu'il a cités n'existaient pas, l'alinéa 3 de l'article 352 n'existait pas du tout dans la loi américaine, etc. Donc c'était assez drôle. Mais bon, The Economist, ils disent quand même, bon, effectivement son exemple est drôle, mais il ne faudrait pas s'arrêter là, parce qu'en vrai ça veut aussi dire quand même à terme une automatisation massive de ces métiers-là qui je pense, se pensaient immunisés à l'automatisation. De ces tâches. Comment ? De ces tâches, tout à fait. Voilà. Et du coup, en ce moment, ce qu'on observe sur le plan économique, c'est qu'il y a vraiment une énorme ruée vers l'or, vers l'IA. Il y a des milliards de milliards qui sont investis, d'autant plus que le capital, en ce moment, il a un peu du mal à trouver où s'investir, parce qu'il y a quand même une stagnation économique qui est assez massive. Et du coup, il y a un certain nombre de commentateurs qui le comparent à la bulle Internet, où pareil, il y avait du capital financier qui avait nulle part où se pouvait déboucher, et qui a investi dans plein d'entreprises qui ont coulé. Et après, il y a eu quelques survivants. Alors, une différence majeure, c'est quand même que une partie des investissements vient des grands, des mastodontes de la tech. Et en fait, l'idée, c'est que eux, ils vont pas couler, en fait. Si la bulle explose, les investissements qu'ils ont fait, ça représente quand même pas grand-chose. Par contre, à terme, c'est eux qui vont récupérer les survivants de cette web-là. Okay. Bon, quelques pistes pour le futur, très rapidement. Bon, je suis un peu hors du temps, mais bon, en vrai, le truc pour l'IA, mais comme tous les changements technologiques, c'est extrêmement dur de faire des pronostics sur une technologie qui est en train de se déployer. Par contre, il y a un truc qu'on peut observer, c'est que pour le moment, les capitalistes, ils n'ont pas vraiment intérêt à développer une IA forte, parce qu'avec l'état actuel et disons prochain des techniques, quand bien même on arriverait à le faire, en termes de coût de ressources, le cerveau humain, c'est 25 watts d'énergie. Bon, en ChatGPT, à chaque fois que vous faites une requête, vous tuez en gros 10 pingouins en Arctique, hein, en termes de réchauffement climatique. Enfin, voilà, c'est des systèmes, plus sérieusement, qui sont extrêmement gourmands en ressources, et notamment maintenant qu'on a en plus une crise énergétique, ça rend d'autant moins intéressant pour les capitalistes de faire ça. Sans compter que si on veut remplacer un travailleur physique, il faut aussi le robot qui incarne le travailleur. Donc, bon, ça implique aussi de résoudre tous les problèmes techniques qui consistent à faire bouger des robots, mais en plus en termes de ressources, c'est pareil, c'est un coût énorme. Donc pour l'instant, les capitalistes, ils ont quand même plutôt envie de développer des nouveaux marchés par rapport à ces nouvelles applications, etc. Mais par contre, le projet d'IA forte, à part quelques allumés, disons, singularistes ou transhumanistes de la Silicon Valley, enfin voilà, c'est pas un truc qui est vraiment dans leur tête, quoi. En tout cas, pour autant que ce soit un budget. Bon, par ailleurs, il va y avoir une grande question, c'est justement, si jamais il peut y avoir un risque qui vient de l'IA, qui est-ce qui s'occupe de le réguler? Bon, pour le moment, les capitalistes, ce qu'ils font, c'est tour à tour, ils disent bon, voilà, notre IA, elle va faire tous ces trucs-là super. Et puis le même patron, dans un autre endroit, il va dire attention, par contre, il y a tel risque et tel risque, c'est peut-être Terminator et tout ça. Achetez ma solution à partir d'IA, de régulation de l'IA. En gros, c'est ça le gros truc. Effectivement, en fait, mais ça, c'est intrinsèque au capitalisme, c'est que en fait, on a une évolution technique et on n'a pas du tout la main dessus, quoi. C'est-à-dire, il y a personne il y a tout le monde qui est là, genre l'IA elle se développe, c'est très dangereux, etc. Il faudra un moratoire. T'as même Elon Musk qui fait un moratoire pour dire qu'il faut arrêter l'IA tout en ouvrant une nouvelle compagnie d'IA en même temps qu'il fait le moratoire. Donc voilà, c'est dire je suis sous la gueule du monde. Mais voilà, il y a à la fois tout un vent de panique d'une certaine manière, mais qui est basé pour l'instant sur des craintes infondées, mais qui à terme, en fait, on ne sait pas. Par exemple, si l'IA elle sait faire de la recherche sur l'IA, bon il y a un phénomène d'accélération qui est un peu préoccupant, quoi. Mais du coup, donc ça pose le problème, voilà, de qui contrôle ce développement des forces productives et ces applications. Et tant que c'est les capitalistes, voilà, on peut vraiment leur faire confiance. Bon, ça c'est juste pour parler de ça. Du coup, voilà, en conclusion, je vais reprendre les mots de Claire Mathieu sur ChatGPT, c'est-à-dire que c'est un perroquet surentraîné au sens où voilà, il connaît très bien le corpus existant d'Internet, etc. Et il sait très bien le répéter, il sait très bien générer des phrases plausibles à partir de ça. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec du raisonnement. Okay. De la même manière, DALL-E 2, donc, qui produit des images, c'est un excellent faussaire, il est très capable de copier des tableaux, voilà, des trucs comme ça, mais par contre, quand il s'agit de faire une création originale, toute l'originalité, elle est dans le prompt qu'on va lui envoyer, en fait. Okay. On est très loin de l'intelligence artificielle générale, parce qu'il y a plein de trucs, voilà, un des spécialistes, Michael Woodbridge, qui est hyper intéressant, qui a écrit un article, un livre qui s'appelle Une vraie histoire de l'intelligence artificielle, il dit en fait, ChatGPT et les Large Language Models, c'est un ingrédient pour l'intelligence artificielle générale, mais probablement qu'il y en aura des milliers d'autres. Et donc les quelques pistes que j'ai données, chacun c'est un ingrédient et chacun c'est 30 ans de recherche fondamentale, quoi. Okay, bon.
Par contre, il y a une automatisation réelle qui touche surtout certains métiers, parce qu'en réalité, les gains de productivité de l'IA, ils sont évalués, c'est moins de 10% en général. L'évaluation la plus optimiste, c'est 7%. La moins optimiste, c'est 1,5%. Donc c'est une automatisation qui est significative, mais qui est quand même pas non plus le remplacement de tout le monde par des machines. Et enfin, ce qui est important, c'est que ça repose sur des données privatisées, donc, parce que Google, tout ça, et surtout OpenAI, ils ne sont pas privés de lire tout l'Internet sans se préoccuper du copyright pour entraîner leur système. Et d'ailleurs, ils sont en plus à plein de procès d'auteurs qui retrouvent des extraits de leurs bouquins dans les prompts de ChatGPT. Mais voilà, parce qu'ils ont juste lancé un aspirateur géant sur Internet et sans se préoccuper de quoi que ce soit. Bon, là, je vais laisser la place à la discussion. Désolé, j'étais un peu long, mais j'espère que ça vous intéresse.